Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons de parler de l'ombre de l'être humain. Au cours de notre vie, nous allons rencontrer des gens qui semblent très à l'aise avec eux-mêmes. Ils montrent certains traits de caractère qui favorisent cette impression. Ils savent rire d'eux-mêmes, ils admettent quelques défauts de leur personnalité, tout comme les erreurs qu'ils ont commises. Ils sont un peu taquins, parfois espiègles, comme s'ils avaient conservé leur côté enfantin. Ils peuvent tenir leur rôle dans la vie en sachant prendre un peu de recul. Parfois, ils font preuve d'une spontanéité charmante. Ce dont ces personnes nous témoignent, c'est une grande authenticité. Si la majorité d'entre nous a perdu la plupart de nos traits naturels en devenant des adultes de la société, les personnalités authentiques ont réussi à les garder actifs. On peut les mettre en contraste avec le type opposé, les susceptibles hypersensibles à la moindre offense et qui donnent l'impression d'être mal à l'aise et de cacher quelque chose. Les êtres humains, que nous sommes, sont experts pour sentir la différence. Nous pouvons quasiment le ressentir dans leur comportement non verbal, leur langage corporel tendu ou détendu, leur débit de parole fluide ou hésitant, leur façon de créer un contact visuel et de vous intégrer, leur sourire sincère ou inexistant. Mais une chose est sûre, nous sommes attirés par ces types authentiques et inconsciemment rebutés par leur opposé. La raison en est simple. Nous déplorons tous secrètement la facette infantine perdue de notre caractère. Vous savez, ce côté un peu fou que nous avons, ce côté un peu je m'en foutiste, la spontanéité, l'intensité des expériences, l'ouverture d'esprit. Notre énergie globale est diminuée par cette perte. Ce qui rayonne de cette authenticité nous signale une autre possibilité, celle de l'adulte qui a réussi à intégrer l'enfant et l'adulte, le côté sombre et le côté lumineux, l'esprit conscient et inconscient. Si nous sommes conscients de notre ombre, nous pouvons la contrôler, la canaliser et l'intégrer. Conscients de ce que nous avons perdu, nous pouvons nous reconnecter à cette partie de nous-mêmes qui a sombré dans notre côté obscur. Alors, Robert Greene nous livre 4 étapes simples et pratiques pour y parvenir. Bien sûr, ce n'est pas Robert Greene qui est à l'origine de ces pratiques, mais Carl Gustav Jung. La première étape est de regarder l'ombre. Il s'agit de l'étape la plus difficile du processus. L'ombre est quelque chose que l'on nie, que l'on refoule. Il est bien plus facile de déterrer les aspects sombres des autres et de leur en faire la morale. Cela nous est presque contre nature d'analyser notre propre obscurité. Mais il ne faut pas oublier qu'on est à moitié humain si on garde notre ombre enfouie. Il faut être intrépide lors de ce processus. La meilleure façon de commencer est de chercher les signes indirects, comme ceux indiqués dans les vidéos précédentes. Par exemple, observez avec impartialité l'un de vos traits empathiques. Dites-vous que l'opposé de ce trait est enfui au plus profond de vous et essayez d'apercevoir d'autres signes de ce trait dans votre comportement. Analysez vos accès d'émotion et les moments de susceptibilité intense. Quelqu'un ou quelque chose a touché une corde sensible. Votre sensibilité à une remarque ou à une accusation indique qu'un aspect de votre ombre réagit sous forme de grande insécurité. Alors, il faut la faire émerger. Analysez vos tendances à projeter vos émotions et mauvaises qualités de votre entourage ou même sur des groupes entiers. Disons par exemple que vous haïssiez les narcissiques et les arrivistes. Vous êtes sans doute en train d'effleurer vos propres tendances narcissiques et vos désirs secrets d'être plus affirmés sous la forme d'un déni ou d'une haine véhémente. Nous sommes particulièrement sensibles aux traits et faiblesses des autres que nous refoulons justement en nous-mêmes. Rappelez-vous de moments dans votre jeunesse, à la fin de l'adolescence ou à la petite vingtaine, où vous agissiez de façon plutôt indélicate, voire cruelle. Plus jeune, vous contrôliez moins votre ombre et elle ressortait naturellement, contrairement à la violence de la force refoulée qui explose quelques années plus tard. Considérez les traits de votre caractère d'enfant que vos parents et camarades ont éliminés, des faiblesses ou vulnérabilités, ou des formes de comportement, des traits de caractère dont on vous a fait vous sentir honteux. Peut-être que vos parents n'aimaient pas votre tendance à l'introspection ou votre intérêt dans certains sujets qui n'étaient pas à leur goût. Ils vous ont aiguillé vers une carrière ou des centres d'intérêt qui leur convenaient à eux et non à vous. Observez les émotions que vous ressentiez, les choses qui vous impressionnent ou qui vous excitaient et qui ont disparu. En grandissant, vous êtes devenu davantage comme les autres et vous devez redécouvrir les aspects authentiques perdus de vous-même. Et enfin, considérez vos rêves comme l'aperçu le plus direct et le plus franc de votre ombre. Ce n'est que dans les rêves que vous trouverez le genre de comportement que vous avez soigneusement évité d'avoir durant votre existence. L'ombre vous parle de diverses façons. Ne cherchez pas les symboles ou des sens cachés. À la place, faites attention au ton émotionnel et aux sentiments que vos rêves vous inspirent. Et conservez-les toute la journée.
Cela pourrait se traduire par une attitude très audacieuse de votre part ou une grande angoisse stimulée par une certaine situation ou la sensation d'être piégé physiquement ou de tout survoler ou encore d'explorer un lieu interdit hors limite. Ces angoisses peuvent être en relation avec des insécurités auxquelles vous n'êtes pas confronté. Le survol et l'exploration sont des désirs cachés qui tentent d'intégrer le conscient. Prenez l'habitude de noter vos rêves et prêtez une attention particulière à leur tonalité. Plus vous suivrez ce processus et devinerez les contours de votre ombre, et plus cela deviendra facile. Vous découvrirez d'autres signes lorsque les muscles du refoulement se détendront. À un certain moment, la souffrance du processus se transformera en excitation devant vos découvertes. La seconde étape est d'adopter l'ombre. La réaction naturelle quand on découvre son ombre est de se sentir mal à l'aise et de ne conserver qu'une conscience de surface de l'expérience. Mais votre objectif doit être l'inverse. Non seulement accepter totalement l'ombre, mais avoir l'envie de l'intégrer à votre personnalité actuelle. La troisième étape est d'explorer l'ombre. Considérez l'ombre comme ayant diverses profondeurs qui contiennent une grande énergie créatrice. Ce sont ces profondeurs qu'il faut explorer, avec leur forme de réflexion plus primitive et leurs pulsions obscures issues de notre dimension animale. Lorsque nous étions petits, notre esprit était plus fluide et plus ouvert. Nous étions capables de faire de surprenantes associations d'idées créatives. Mais en grandissant, nous avons tendance à en faire moins. Nous vivons dans un monde sophistiqué, empli de technologies modernes, dominé par les statistiques et les idées glanées des big data. Les associations libres d'idées, d'images, de rêves et d'intuitions semblent irrationnelles et subjectives. Cela produit une forme de pensée stérile. L'inconscient, le côté obscur de l'esprit, possède des pouvoirs que nous devons apprendre à utiliser. C'est ce que font les personnes les plus créatives. Activer ce monde de pensée. Robert Greene nous donne l'exemple d'Albert Einstein, qui a étayé l'une de ses théories de la relativité à partir d'une image issue d'un rêve. Le mathématicien Jacques Hadamard a fait ses plus belles découvertes assis dans un bus ou sous la douche. Des intuitions qui sont sorties de nulle part ou de ce qu'ils appelaient le subconscient. Louis Pasteur a découvert le vaccin grâce à une association libre d'idées après un accident survenu dans son laboratoire. Steve Jobs disait que ses meilleures idées venaient de ses intuitions, ces moments où son esprit voyageait librement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce mode de réflexion conscient dont nous dépendons est assez limité. On ne peut conserver que quelques formations, quelques informations dans notre mémoire immédiate et à long terme. Mais l'inconscient conserve une quantité quasiment infinie de choses provenant de nos souvenirs, de nos expériences et d'informations apprises. Après une longue recherche ou un travail approfondi sur un problème, quand notre esprit se détend dans un rêve ou lorsqu'on fait une activité ordinaire sans aucun rapport, l'inconscient commence à travailler et à associer toutes sortes d'idées aléatoires, et certaines des plus intéressantes remontent à la surface. Nous avons tous des rêves, des intuitions, des associations d'idées, mais nous refusons souvent d'y prêter attention ou de les prendre au sérieux. Il faudrait prendre l'habitude d'utiliser ce mode de réflexion plus souvent lors de nos temps libres pour jouer avec nos idées, trouver d'autres options et faire particulièrement attention à ce qui nous vient en tête lorsque l'on se trouve dans un état d'esprit moins conscient. Dans la même veine, il serait bon d'explorer de l'intérieur nos pulsions les plus sombres, même celles qui peuvent nous sembler criminelles, et trouver un moyen de les exprimer dans notre travail, de les extérioriser d'une façon ou d'une autre, en les notant dans un journal intime par exemple. Nous avons tous des pulsions agressives et antisociales, même envers nos êtres chers. Nous avons aussi des traumatismes liés à l'enfance, associés à des émotions qu'on préférerait oublier. Les plus grandes œuvres artistiques, tous supports confondus bien sûr, sont celles qui parviennent d'une façon ou d'une autre à exprimer ces profondeurs. Cela provoque en nous des réactions fortes car largement réprimées, tel le pouvoir des films par exemple de Bergman ou des romans de Dostoïevski. Enfin, la quatrième étape est de montrer votre côté obscur. La plupart du temps, nous souffrons secrètement de la multitude de codes sociaux qu'il faut respecter. Il faut avoir l'air gentil, agréable, toujours suivre le groupe. Il vaut mieux ne pas faire preuve d'un excès de confiance ou d'ambition, avoir l'air humble et semblable à tout le monde. Voilà les règles du jeu. Quand on suit cette voie, c'est plutôt confortable car on correspond, on s'intègre dans le moule. Mais on se met aussi sur la défensive et l'on cultive des rancunes secrètes. Être gentil devient une habitude, qui se transforme facilement en timidité, en manque d'assurance et en indécision. Parallèlement, notre ombre devient visible, mais inconsciemment, par éclat soudain, souvent à nos dépens. Regardons ceux qui réussissent dans leur domaine. Inévitablement, on remarque que la plupart de ces personnes sont moins entravées par ces codes. Elles sont généralement plus affirmatives, ouvertement ambitieuses. Elles prêtent beaucoup moins attention à ce que les autres pensent d'elles. Elles vont ouvertement et fièrement faire fi des conventions.
et ne seront pas punis pour cela mais récompensés. Steve Jobs en est par exemple l'archétype. Il a montré son ombre dans sa façon de travailler avec les autres. Lorsqu'on considère des gens comme Steve Jobs, on a tendance à admirer leur créativité et à passer outre leurs qualités plus obscures. S'il avait été plus gentil, il aurait été un saint. Mais son côté sombre était inextricablement lié à son pouvoir et à sa créativité. Sa capacité à ne pas écouter les autres, à faire comme bon lui semblait, son côté un peu brutal étaient des éléments essentiels de sa réussite que l'on vénère. Il en va de même pour beaucoup d'autres personnes créatives et puissantes. Si on occulte leur ombre active, elles seraient comme tout le monde. Comprenez ici, nous dit Robert Greene, que l'on paie un prix plus élevé quand on est gentil et déférent que lorsqu'on montre consciemment son ombre. Pour poursuivre le second chemin, il faut tout d'abord respecter davantage ses propres opinions et moins celles des autres, notamment lorsqu'il s'agit de votre champ de compétences, le domaine dans lequel vous vous êtes plongé. Faites confiance à votre génie inné et aux idées qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, prenez l'habitude de vous affirmer davantage dans la vie quotidienne et de faire moins de compromis. Faites-le de façon contrôlée et au moment opportun. Troisièmement, prêtez moins attention à ce que les gens pensent de vous. Vous vous sentirez libéré. Quatrièmement, acceptez parfois d'offenser et même de blesser ceux qui vous barrent la route, qui ont de vilaines valeurs, qui vous critiquent injustement. Profitez de ces moments d'injustice flagrante pour montrer fièrement votre obscurité. Cinquièmement, n'hésitez pas à jouer l'enfant imprudent et obstiné qui rit de la bêtise et de l'hypocrisie des autres. Et enfin, bafouez les conventions que les autres respectent à la lettre. Depuis des siècles, le rôle des genres représente la plus puissante des conventions. Ce que les hommes et les femmes peuvent faire ou dire a toujours été très contrôlé, au point que cela semble représenter les différences biologiques et non des conventions sociales. Les femmes en particulier sont éduquées pour être gentilles et aimables. Elles ressentent une pression continue pour respecter cela et prennent à tort comme quelque chose de naturel et biologique. Certaines des grandes femmes d'influence dans l'histoire ont délibérément cassé ces codes. Et enfin, pour terminer, dites-vous que lorsque vous montrez ces désirs et ces pulsions, ils ne restent pas enfuis dans des recoins de votre personnalité, à s'agiter et à opérer de façon secrète. Vous avez libéré vos démons et affirmé votre présence en tant qu'être humain authentique. Alors, de ce fait, l'ombre devient votre allié. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.